Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube, re-bienvenue. Grosse situation géopolitique en ce moment et je sentais que c'était mon devoir de sortir de ma torpeur pour éclairer vos esprits en ces temps de noirceur. On est au lendemain d'une opération militaire qui a été qualifiée d'invasion par la majorité des leaders mondiaux, en passant par notre premier ministre Justin Trudeau ou le président américain Joe Biden qui vient de parler à l'instant où j'enregistre ça. Donc bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, c'est une vidéo sur une situation qui est en développement où des choses arrivent d'heure en heure, où est-ce que la situation n'est aucunement cristallisée dans le temps, où il n'y a aucune certitude qu'on peut affirmer sur les agissements d'un pays ou la réponse d'autres pays. Donc, à prendre cette vidéo comme elle est une photo de l'instant T où je l'enregistre, vous la regardez dans 2 jours, il s'est passé d'autres choses, je le savais pas. On est au lendemain d'une opération militaire qui a ciblé qui sont en territoire complètement ukrainien, dont quelques cibles à l'intérieur ou à proximité de la capitale de l'Ukraine, Kiev. On a vu des journalistes en ondes qui parlent de Kiev entendre littéralement les bombardements de leur diffusion en direct. C'est un développement qui est à la suite d'un long historique qui date, selon Vladimir Poutine, le chef d'État russe, qui date d'il y a plus de 100 ans lorsque la révolution bolchevique a laissé l'Ukraine. Il dit que Lénine a fait ça grossièrement puis que ça aurait toujours dû faire partie de la Russie. Donc c'est vraiment l'aspect historique de ça du côté russe, c'est que l'Ukraine est considérée comme le berceau un peu de la civilisation russe ou de la puissance qu'est la Russie, l'empire russe. Je sais pas comment Vladimir Poutine aimerait qu'on qualifie son pays, on va dire la fédération comme qui s'appelle, partageant une histoire et des ancêtres communes. Pour lui, c'est... Puis Vladimir Poutine, ça a été quelqu'un qui a été connu pour dire que la chute de l'Union soviétique, ça a été une des pires tragédies géopolitiques des 100 dernières années. Donc on voit un peu son état d'esprit où est-ce que c'est un chef d'État qui aime capturer la grandeur de l'histoire de son pays. C'est un chef d'État qui revendique même que l'armée qui a le mieux performé durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'armée rouge. Il s'ancre dans cet héritage historique pour faire les opérations qu'il a envie de faire ou les mouvements géopolitiques qu'il a envie de faire. C'est comme ça que beaucoup de politiques en temps de guerre sont faits. On parle de l'histoire, puis de la grandeur, de la nostalgie. C'est ça l'affaire aussi qu'il faut faire en sorte. Là, je parle de cette situation avec ma lecture. Je ne suis aucunement un expert en géopolitique. C'est pour donner un peu de l'information qui est packagée pour intéresser vous à faire vos propres recherches. Les analyses que je fais ou les lectures que je fais dans cette vidéo ne sont pas des dogmes à prendre à la lettre sur la situation. Je fais juste littéralement dans l'esprit de toutes les autres vidéos sur cette chaîne qui couvrent des similaires enjeux en parler. Donc c'est ça un peu la lentille historique avec laquelle du côté de la Russie qu'on voit ça, c'est que c'est un territoire qui aurait tout le temps dû être à la Russie. Il faut vraiment garder ça en tête parce que comment ça se développe, il faut garder ça en tête pour voir les intérêts de la Russie, comment ils changent, puis comment eux ils disent qu'ils changent graduellement au fil que cette crise s'est développée. Parce que tout ça a commencé pendant les Olympiques ou même avant les Olympiques, quand la Russie a commencé à amasser des centaines, des dizaines, des centaines de milliers de troupes autour de l'Ukraine, tout en accumulant des troupes au Bélarussie qui avaient même déstabilisé l'Europe en laissant passer des milliers de migrants, que c'était pas plus tôt que cet automne. Donc ça a tout le temps, c'est une région qui a tout le temps été un espèce d'endroit où est-ce que s'il y avait une guerre de proxy entre l'Ouest et la Russie, ça aurait été là que ça se passe. On vit une crise post-2014 où est-ce que la Russie a annexé la Crimée directement, ça avait eu des affrontements en 2014. C'était une agression claire et stratégique donnant accès à la Russie à un port, ce qui donne sur la mer Noire. On voyait déjà, c'était décrit comme la Russie, elle a besoin d'un port, puis c'est tout le temps, faut prendre les intérêts de la Russie, pas juste les intérêts de l'Occident. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'Ukraine, qui est un pays souverain, qui était au début des années 2000 sous un président qui était plus, disons, pro-russe, mais suite à des mouvements sociaux, des gros mouvements de manifestation, le gouvernement qui est en place, président de l'Ukraine qui est, disons, plus pro-Occident, pro-OTAN. On peut se référer à ce meme que l'Ukraine a posté il y a quelques mois, puis on voit même la réponse de Taïwan que je trouve très drôle. Je trouve drôle puis tragique. C'est ça l'aspect de ce conflit puis même de ce build-up, c'est l'aspect réseaux sociaux. Parce que nous, c'est par là qu'on vit tout ce qui se passe dans nos vies, mais c'est par là qu'on va vivre aussi des conflits armés à l'international. Fait que ça fait en sorte que tu as cette espèce de commentage en direct, d'interprétation, de comédie, de satire en direct qui se passe, crée une espèce de sentiment de désensibilisation, même si des choses tragiques. Est-ce que c'est correct de rire des choses tragiques? Je sais pas. Est-ce
qu'il y a des codes pour ça? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'on va voir à la Deuxième Guerre mondiale c'était quoi le genre de blague qui était correct, puis quelle blague qu'il faut pas faire sur des situations comme ça? Même l'Ukraine hier a publié sur son compte Twitter un sketch politique, tu sais, beaucoup disent c'est un meme, c'est plus une caricature, où est-ce qu'on voit, je sais même pas si je peux mettre cette image sur YouTube, genre je sais pas si je peux me faire, plusieurs semaines, la Russie mène beaucoup de cyberattaques sur plusieurs institutions ukrainiennes, complètement déstabilisant le pays, que ce soit les banques, que ce soit les infrastructures d'énergie, que ce soit les infrastructures militaires. La Russie est très stratégique dans le cyberspace et a une force qui n'est pas à négliger, puis l'Occident, les États-Unis sont très conscients de ça. Donc c'est vraiment sur plusieurs fronts. Il y a le front cyber, il y a le front propagande aussi, mais que ce soit le gouvernement russe au cours des dernières semaines qui doit vendre ça à son peuple d'une façon ou d'une autre, qui le peuple russe qu'on entendait même dire qui dans les médias russes qu'il faut dénazifier l'Ukraine et que l'Ukraine en fait a commis un génocide sur son propre peuple et que il faut la Russie protège les citoyens russes qui se trouvent en Ukraine, car depuis plusieurs années le gouvernement russe donne beaucoup de passeports en Ukraine. Il y a beaucoup de populations russophones qui datent de plusieurs décennies là-bas avec des mouvements migratoires stratégiques de plusieurs gouvernements russes pour établir un certain poids démographique dans ces régions-là. C'est beaucoup de choses qui bougent en même temps, puis c'est beaucoup aussi dans le build-up à ça durant les Olympiques. On a connu la fameuse trêve olympique, même le président du CIO avait appelé Vladimir Poutine, qui était présent à la cérémonie d'ouverture des Olympiques à Beijing, qui avait appelé le président du CIO à une vraie trêve olympique. Donc pendant les Olympiques, il y avait les services d'intelligence américains qui sortaient constamment de l'information comme quoi une invasion de l'Ukraine était imminente, puis ça avait reçu beaucoup par certains médias de pushback disant est-ce que c'est vraiment ça qui se passe, c'est quoi votre intelligence, c'est quoi qui vous fait dire ça, pourquoi vous dites ça? Puis il y avait ce côté-là, puis il y avait aussi le gros côté médiatique, le mainstream média américain, qui avait beaucoup de rhétorique très alarmiste en utilisant des mots guerre nucléaire, nuclear power, comme vraiment créer une espèce de sentiment d'urgence autour de un alarmisme qui est pour certains justifié, pour d'autres pas justifié, mais même pour le président de l'Ukraine à ce moment-là qui trouvait que cette crise diplomatique était entre autres, qui était majoritairement générée par un alarmisme médiatique qui avait pas sa place d'être pour laisser place à la diplomatie. Si on se fie au pattern médiatique des 2 dernières années, quand il y a une crise qui est bonne puis qui fait cliquer les gens, les médias se gênent pas de mettre le timer en live sur la télé pour te dire que ça fait peur. Ça, c'est le build-up un peu. Donc, il y a eu un amassage de troupes autour des frontières ukrainiennes. Il y avait la Crimée qui était prise depuis 2014. Puis la Russie, hier, a fait des strikes stratégiques dans plusieurs villes en Ukraine. Je vais vous mettre la map ici de toutes les strikes qu'il y a eu durant la nuit et l'aube. Ça a été majoritairement à des installations stratégiques militaires satellites ukrainiennes. Le gouvernement russe a pour mission de démilitariser. Ils veulent vraiment prendre contrôle du gouvernement. Fait que c'est pour ça que les États-Unis mettent de l'avant qu'une invasion de Kiev est imminente. C'est ça qu'ils disent. Qu'est-ce qui a trigger tout ça, en fait, depuis longtemps? C'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'OTAN, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'Organisation Transatlantique Nord. C'est une organisation qui a été créée pendant la guerre froide pour compétitionner avec l'URSS, pour créer un réseau satellite de nations qui vont collaborer avec le bloc, qui sont dans le bloc de l'Ouest et qui représentent une force égale de pouvoir à la Russie et qui permet aux États-Unis d'élargir leur impérialisme militaire. Donc, il y a des bases militaires de l'OTAN, c'est aussi des bases militaires américaines partout en Europe. L'OTAN a commencé en étant l'Atlantique Nord, mais c'est soudainement élargi à plusieurs pays, dont les pays baltiques qui partagent littéralement des frontières avec la Russie. Donc, les États-Unis ont continué au cours des 30 dernières années d'élargir l'OTAN vers l'Est, jusqu'à même être côte à côte avec la Russie. Mais l'Ukraine est où est-ce que la Russie ne veut pas que l'Ukraine se joigne à l'OTAN, disant que c'est trop stratégique pour la Russie, c'est trop proche, c'est trop un pays qui a des tailles historiques aussi avec la Russie, mais qui veulent pas du tout qu'ils joignent l'OTAN, sauf que l'Ouest revendique la souveraineté de l'Ukraine, qui a son autonomie, qui peut faire ce qu'ils veulent, rentrer dans les organisations internationales qu'ils veulent, les organisations militaires qu'ils veulent, mais la Russie veut pas. Pendant longtemps, depuis 2008, je pense, ou en 2008, pour joindre l'OTAN, il faut un vote unanime de tous les pays, et historiquement, la France et l'Allemagne sont contre ça, il faut un vote unanime. C'est important de se rappeler du rôle de la France puis de l'Allemagne, mais principalement l'Allemagne dans toute cette crise depuis le début. L'Allemagne qui est largement, l'Europe en général, qui est largement
extrêmement dépendante des ressources naturelles, la Russie. C'est pour ça que même dans les sanctions que Biden voulait mettre aujourd'hui, il y a comme un gear que l'Europe veut pas passer parce que eux définitivement ils dépendent de leurs ressources d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le gouvernement allemand des 15 dernières années pour leur transition énergétique, qui ont fait en sorte qu'ils ont décommissionné beaucoup de leurs centrales nucléaires. Pas comme la France qui est largement à 70% dépendante de son électricité du nucléaire. Il y a une transition qui s'est opérée en Allemagne pour décommissionner les centrales nucléaires, ce qui a fait en sorte que ça a créé une plus grande dépendance dans les ressources naturelles russes par un pipeline qui passe littéralement par le milieu de l'Ukraine. Donc c'est vraiment une zone stratégique pour l'Allemagne, puis l'Allemagne dépend de cette énergie-là pour son électricité tout en faisant une transition écologique, mais on est comme dans l'entre-deux où est-ce que comme leurs énergies renouvelables contribuent pas du tout assez à ça, à leur balance énergétique. Ça montre le ton que l'Allemagne a, qui a un ton de non... puis même, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que nous, on est tellement détachés de ça, puis je veux parler de ça plus tard, mais là, je vais juste résumer la situation, mais c'est comme l'Allemagne est juste... est comme mais tu sais quoi, peut-être s'ils prennent l'Ukraine, mais tu sais c'est pas ça, mais la Russie veut vraiment pas que l'Ukraine joigne l'OTAN parce que dans l'OTAN, l'article 5 je pense, c'est une guerre contre un des pays, c'est une guerre contre tous les pays. Donc puis c'est ça que les États-Unis aussi, c'est pour ça qu'eux en ce moment ils sont en stand-by, s'il y a de quoi qui se passe dans les Baltiques aussi, il y a de quoi qui se passe, c'est une guerre contre un des pays, c'est une guerre contre tous les pays seront en guerre, puis de tous les pays de l'OTAN seront en guerre, c'est pour ça que même il y a chaque jour la troisième guerre mondiale est trending sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui font ce rapprochement-là, mais comme dirait Albert Einstein, je ne sais pas avec quelle arme la troisième guerre mondiale va se battre, mais je sais que la quatrième va se battre avec des bâtons puis des roches. C'est roughement traduit de l'anglais qui a été traduit de l'allemand, fait que je sais même pas s'il a vraiment dit ça. Mais disons que le firepower de l'humanité en ce moment est assez autodestructeur. C'est ça qui fait peur à beaucoup de gens. Je pense que une de grosses parties de la guerre qu'il faut pas sous-estimer, ça va être sur le front technologique, sur la technologie de l'information, sur les satellites. Ça va être une guerre beaucoup de proxy entre... en ce moment, les États-Unis ont mis des sanctions qui, par le fait même, vont réduire la qualité de vie du peuple russe en limitant les exportations, en limitant les services banquiers, en complètement détruisant la monnaie russe qui a atteint son plus bas point ever ce matin. Donc, ça, avec le temps, ça va juste complètement anéantir le pouvoir d'achat du peuple russe, puis peut-être que ça va monter une levée populaire. Parce que moi, je pense, puis ma lecture de tout ça, c'est... Je pense que la seule chose qui peut vraiment arrêter ça, c'est s'il y a des soulèvements populaires en Russie. Parce que... Mais tu vois, comme c'est tough un soulèvement. Il y aurait pas tant de Freedom Convoy en Russie, à ce que je pense. Une espèce de faiblesse de l'OTAN puis des États-Unis qui est ressentie depuis la présidence de Trump. Il y a cette nouvelle guerre des puissances qui s'établit entre les États-Unis et la Chine. Puis moi, j'ai juste l'impression que la Russie est juste là comme non, moi aussi, je m'inscris dans les plus grandes puissances au monde. On a la plus grande artillerie nucléaire au monde. Je vois beaucoup d'alarmistes. Je vois beaucoup de gens qui suivent pas beaucoup les... Puis je dis pas, c'est pas en me positionnant comme quelqu'un qui les suit beaucoup, mais juste comment je lis cette situation. Beaucoup de gens qui sont à l'extérieur de ça, puis qui là prennent conscience que là, il y a eu une invasion de l'Ukraine qui est reportée, puis qu'il y a eu des opérations militaires qui ont une grosse vague d'anxiété. Là, c'est vraiment, je parle de notre dynamique nord-américaine, qui sentent comme si c'est la troisième guerre mondiale, puis qui n'arrivent pas à se concentrer sur autre chose, parce que soudainement, ils ont un éveil sur les situations géopolitiques mondiales. Puis je comprends comment c'est un gros boulet personnel, puis qu'il vaut la peine d'être mis en ligne. Mais je pense que cette situation n'est pas du ressort de l'espèce de publication mundane de nos états d'esprit sur Internet. Je comprends. Je trouve qu'un conflit géopolitique international puis le main character era qu'on vit en ce moment, ça fait tellement pas ensemble. Ça n'a rien à voir. En fait, mon soutien est tout avec les peuples, le peuple ukrainien, le peuple russe qui est en opposition largement à ça. Au moment où est-ce qu'on se parle, il y a des manifestations à Saint-Pétersbourg, à Moscou qui essaient de prendre place en opposition complète avec ces mesures, avec ces actions militaires de la Russie. Il y a beaucoup du peuple russe qui est pas d'accord avec ça, donc c'est pas... Il y a la guerre des grandes puissances, l'impérialisme, puis on parle de Poutine, puis les Américains, l'impérialisme, le Military Industrial Complex, mais à la fin de la journée, les gens qui payent le plus grand prix de la guerre, c'est pas les puissances, c'est pas l'histoire du roi, c'est les gens qui vivent là, c'est les gens qui doivent vivre avec des bombardements en Ukraine, avec un couvre-feu à 22h qui vient d'être imposé en Ukraine. Au début de la semaine, la Russie avait reconnu l'indépendance de deux régions du Donbass à l'est de
l'Ukraine, disant que c'est des régions qui étaient indépendantes parce qu'ils ont des larges populations russophones et ils ont des groupes de militias qui sont backés par la Russie. Donc la Russie était allée dans des missions de peacekeeping dans ces régions de l'Est de l'Ukraine, sauf que rapidement, ça s'est transformé juste en une nouvelle position militaire pour les Russes. Et subséquemment, quelques heures plus tard, il y avait des frappes militaires stratégiques un peu partout en Ukraine. Donc évidemment, les Américains, Joe Biden est allé comme on vous a prévenu, ça fait longtemps qu'il allait avoir une invasion. Il y a une invasion, on l'avait dit. C'est ça un peu la lecture des États-Unis. Il y a une partie, oui, les actions militaires de la Russie en ce moment sont inacceptables, c'est des gestes d'agression clairs. Beaucoup de gens qui doutent, est-ce que c'était inévitable que la Russie allait prendre ses actions sur l'Ukraine, ou les espèces de tactiques de négociation, de bombage de chess, de non, l'Ukraine va joindre l'OTAN, l'Ukraine fait ce qu'elle veut, on va mettre des bases en Ukraine, on va pointer des missiles vers cette espèce de nonchalance à l'endroit de la force militaire qu'est la Russie. Est-ce que ça aurait pu être évité? Est-ce que c'est vraiment... Parce que c'est ça qui est difficile avec ces conflits-là. Il y a beaucoup de gens qui disent que la faute de cette invasion va sur l'OTAN, les États-Unis, parce qu'ils ont trop joué la ligne dure sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui n'est pas encore membre de l'OTAN, mais qui s'enlignait pas ou qui avait un pouvoir démocratique qui était favorable à ça en Ukraine. Même le président qui était prêt à négocier sur son adhésion suite à l'escalade militaire qu'il y avait autour des frontières. Mais là, il y a beaucoup de gens qui sont comme « Hey, oh, c'est de la faute de l'Occident. » Mais à la fin de la journée, non. C'est de la faute de Poutine. C'est lui qui a fait les ordres. C'est lui qui a envahi l'Ukraine. Mais c'est sûr que quand on évalue des situations géopolitiques comme ça, faut prendre toutes les pièces en même temps puis les évaluer. Mais je pense que tomber dans l'alarmisme facile que l'Internet favorise de faire « Ah, c'est la 3e guerre mondiale, blablabla », faire des jokes de 3e guerre mondiale, c'est correct. Mais les gens qui vont sur Internet puis vous faites vos tweets puis vos Facebook puis vos shit, vous êtes comme « Ah, c'est la 3e guerre, là. » Comme yo, genre, c'est tellement impertinent selon moi. Puis ça, c'est vraiment mon take, honest to God, genre comme... J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont raisonner avec ce sentiment, mais quand il y a des situations complexes de même, de le qualifier d'un terme historique comme 3e guerre mondiale, sachant ce que ça implique militairement pour le coût de vie humain, utiliser un terme aussi légèrement, moi, tant qu'à moi, ça n'a pas sa place dans ce genre de conflit. C'est sûr que Vladimir Poutine dit, si vous interférez avec nos actions militaires, vous allez avoir des conséquences qui n'ont jamais été vues dans l'histoire, mais c'est le genre de langage incendié qu'il utilise, c'est le genre de langage incendié que les Américains refusent d'utiliser parce que tout le monde sait que le monde est fort, puis que tout le monde a beaucoup de guns, puis qu'ils investissent dans l'armée. Je pense pas que c'est quelque chose qui est caché très bien. C'est sûr que l'OTAN était en dérive. Il y a plein de contextes qui favorisent ce mouvement-là. Il y a le retrait des Américains en Afghanistan qui a été considéré comme un fiasco militaire. Il y a Emmanuel Macron, le président français, qui a qualifié il y a moins d'1 an l'OTAN étant en situation de mort cérébrale. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas dans l'OTAN, même avec la sortie de Joe Biden qui dit que l'OTAN est plus unie que jamais. C'est parce avant qu'il y ait des actions militaires de l'Ukraine, elle était très divisée. Mais là, cette invasion a vraiment favorisé que tout le monde ait le même discours. Mais il y a quelques temps, juste la planification de comment répondre à cette crise, la présence de l'OTAN en mer Noire, une stratégie complète sur comment dealer avec la force navale russe. L'OTAN a beaucoup de lacunes suite à sa division sur plein de fronts. Puis il y a le fait qu'il y a la sortie de l'Union européenne, du Royaume-Uni, il y a la France qui rentre en élection, où il y a beaucoup de politiciens qui utilisent cette crise pour faire avancer leur message, pour montrer un espèce de 3e pouvoir. Il y a les 2 grandes puissances, où il y a la Chine aussi, mais la France peut-être qui voudrait s'inscrire dans un parcours singulier. Il n'y a pas plus tard que hier, 2 jours, Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, expliquait la position de Poutine et comment que c'était les médias américains et les Américains qui avaient causé cette frustration. Mais là, c'est sûr qu'ils pédalent le discours parce qu'il y a une invasion. Même Éric Zemmour tenait le même discours en France. Donc, dans l'Occident en général, il y a plein de divisions. Il y a l'Allemagne qui a ses intérêts énergétiques. Il n'y a pas vraiment de... La vraie seule grande victime, c'est le peuple ukrainien. Puis, je pense que... Puis là, ça, c'est l'aspect vraiment personnel Québec. Je pense que de s'apitoyer sur son sort puis de faire comme c'est la guerre, ça va mal, ma vie a plus de sens, pourquoi je vivrais vie, c'est la guerre, c'est tellement individualiste, ok? Puis ça, c'est tant à moi, mais je comprends que c'est peut-être un coping pour beaucoup de gens de remettre sa vie en question à cause qu'il y a une guerre, mais juste vous dire, puis ça, c'est l'argument que comme c'est pas un argument, c'est juste pour refléter, c'est comme c'est vraiment terrible qu'est-ce qui se passe en Ukraine, mais des tragédies humanitaires, militaires, il y en a partout à travers le monde chaque année pendant que vous étiez vivant aussi, comme il y a tout le temps des tragédies militaires, il y a tout le temps des gens qui
qui ont vécu en zone de guerre. Chaque année, depuis que vous existez, il y a des gens qui vivent en zone de guerre. La guerre existe, elle n'a pas arrêté. C'est pas une nouvelle guerre. C'est pas comme... Oui, il y a des gros mouvements militaires en Europe pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est impressionnant, ça fait peur. Puis je comprends ce sentiment à 100%. Mais de faire comme si... C'est juste... C'est absurde, puis je pense que le seul vrai devoir live, on n'a vraiment aucun impact personnellement de s'informer, de voir c'est qui les acteurs, voir c'est quoi les enjeux, essayer de décipher à travers les messages médiatiques, l'alarmisme médiatique, voir prendre des sources directement de là-bas, voir qu'est-ce que les médias outlets sur le terrain disent. On a des très bons correspondants, même à Radio-Canada, même au Canada, on a des très bons correspondants qui sont sur le terrain en Ukraine, qui rapportent leur vécu, leur assessment de la situation. Je pense que c'est de prendre le plus d'informations possible. C'est comme ça que vous pouvez jouer votre rôle dans cette crise, mais de faire de l'alarmisme sur Internet puis de transformer ça en nombrilisme sur à quel point tu te sens mal, qu'il y a des mouvements militaires en Europe, c'est juste c'est gossant. Puis ça, c'est fax. J'espère que cette vidéo vous a aidé à avoir un meilleur understanding de la situation. C'est une situation qui se développe. Moi, je vais être en live sur Twitch ce soir, puis pour les prochains jours, couvrir les développements, essayer de moi-même de m'informer, puis à travers ça, vous informer. J'ai aucunement une vérité absolue sur rien. S'il y a des choses qui sont factuellement fausses dans cette vidéo, ça me ferait plaisir que vous me corrigiez en commentaire. Ça me ferait plaisir que vous dites qu'est-ce que vous pensez de la situation en commentaire. Puis c'est ça. Portez-vous bien. Bonne fin de semaine. Ça va passer, ça passe. Mes pensées vont un peu plus craignien. C'est difficile, puis je peux pas comprendre. J'ai jamais vécu en zone de guerre. J'imagine que ça doit être complètement terrifiant. Fait que, ouais, il y a ça. Mais, ouais, il y a beaucoup de choses. Fait que, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Passez une bonne fin de semaine. Faites attention à vous autres. Likez, subscribe. Faites les dos, faites les bails, restez à l'école. Merci beaucoup. Dog one.